Si vous plongiez les mains nues dans ce liquide, les brûlures chimiques dévoreraient votre peau jusqu'à l'os en quelques minutes. Et c'est précisément ce poison qui s'écoule à raison de centaines de mètres cubes par heure de chaque usine lourde. Fer, chrome toxique, zinc, acide concentré. Et savez-vous ce qui est le plus effrayant ? Dans le monde entier, seulement 5 des eaux industrielles usées sont traitées de manière sûre. Le reste se déverse directement dans les rivières et les lacs dont nous buvons ensuite l'eau. Je suis entré dans une entreprise rare qui a investi des dizaines de millions de dollars dans un circuit fermé et qui recycle jusqu'à tratropisant de son eau pour la réinjecter dans la production. L'opérateur a placé devant moi 2 échantillons et ce que j'ai vu à la sortie dépasse l'entendement. Une seule erreur dans le processus et les toxines retournent dans la nature ou dans les poumons des ouvriers. De telles installations nécessitent des investissements de plusieurs dizaines de millions de dollars rien que pour l'équipement, sans compter les dépenses permanentes en produits chimiques, filtres et contrôles. La plupart des entreprises optent pour le simple rejet ou un traitement minimal, car le cycle complet coûte trop cher. C'est pourquoi ce que vous allez voir maintenant constitue un exemple rare de la façon dont on peut boucler le cycle de l'eau sans détruire l'environnement. Dans les pays qui communiquent leurs données, or, il ne s'agit que de 22 pays, représentant 8% de la population mondiale. Donc, parmi ces pays qui fournissent des données, seuls 38% des eaux usées industrielles subissent un traitement quelconque, et seulement 27% sont traitées de manière sûre. Cela signifie que la majorité des eaux toxiques provenant des usines continuent de se déverser dans les rivières, les lacs ou les bassins de rétention sans traitement approprié. Je suis arrivé aux premières heures du jour, alors qu'une brume légère flottait encore au-dessus du site et que les pompes tournaient déjà à plein régime. L'odeur ici est particulière, un mélange de métal, de produits chimiques et de quelque chose de lourd, d'industriel. Suivez-moi dans l'atelier, je vais vous guider. Nous pénétrons dans une zone qui embaume tout le tableau de Mendeleïev d'un coup, là où commence la véritable bataille pour l'eau pure de toute l'usine. D'abord, les effluents arrivent par d'immenses canalisations, depuis tous les recoins de cette gigantesque entreprise. Nous parlons de volumes insensés, des centaines de mètres cubes par heure d'un cocktail infernal, contaminé par le fer, le chrome toxique, le zinc, des acides agressifs et des milliards de particules en suspension. Si vous osiez puiser ce liquide à main nue, les brûlures chimiques vous rongeraient la peau jusqu'à l'os en quelques minutes à peine. La première chose qu'on fait à ce stade, un pré-traitement brutal. D'énormes grilles automatisées et de solides tamis d'acier récupèrent en continu les gros déchets industriels, la calamine et les objets fortuits emportés accidentellement depuis les ateliers. Ensuite, ce liquide trouble et agressif est acheminé sous pression vers de gigantesques bassins, où les particules lourdes se déposent lentement au fond sous l'effet de la gravité. Les ouvriers appellent ce processus la décantation primaire. Des racleurs radio spéciaux, qui tournent en continu au fond de ces lacs artificiels, évacuent une bonne partie des déchets solides, parfois des dizaines de tonnes de boue toxique par jour. Ces résidus sales sont ensuite déshydratés et compressés, car ils contiennent quantité de métaux qui peuvent être réutilisés. L'ensemble du processus fonctionne sans interruption 24 heures sur 24, car l'épuration industrielle de l'eau et l'écologie des usines lourdes ne tolèrent pas la moindre défaillance. Si ces installations d'épuration s'arrêtent, l'usine se noie tout simplement dans ses propres déchets, et les amendes des services environnementaux vident instantanément les poches des propriétaires de plusieurs millions d'euros. Nous nous tenons au bord même d'un réservoir en béton, où l'air est saturé d'un lourd brouillard acide, et là,
on comprend parfaitement pourquoi la réutilisation de l'eau n'est pas une tendance, mais une question de survie financière pour l'ensemble du site. Ensuite commence la chimie. On ajoute des coagulants et des flocculants, des substances spéciales qui forcent les fines particules à s'agglomérer en masse plus grosse. Ces amas se déposent ensuite au fond, ou bien on les fait remonter à la surface par injection d'air avant de les retirer. On corrige l'acidité de l'eau pour faire précipiter les métaux. C'est l'étape où tout peut basculer. Si le dosage est incorrect, soit la pollution persiste, soit on gaspille des millions de dollars par an en produits chimiques superflus. Après cette première épuration, l'eau paraît déjà plus limpide, mais reste impropre à la réutilisation. Passons à l'étape biologique. Dans d'immenses bassins d'aération, l'eau se charge d'oxygène et de bactéries spécialisées qui dévorent les polluants organiques. Les bactéries fonctionnent comme de petites usines. Elles décomposent ce que la chimie n'a pas pris en charge. Le bruit des aérateurs est tel qu'il faut élever la voix. Ce processus dure des heures, parfois des jours, selon la charge polluante. Mais cela ne suffit pas pour une réutilisation. C'est pourquoi intervient le traitement tertiaire, le plus complexe. Ici, l'eau traverse des filtres à sable, puis des membranes d'ultrafiltration, et dans les systèmes les plus modernes, passe par osmose inverse. L'osmose inverse, c'est lorsque l'eau est forcée sous haute pression à travers des membranes qui retiennent même les sels dissous et les microparticules. Le résultat ? Des centaines de milliers de gallons d'eau, presque aussi pure que l'eau potable, mais destinée à des usages techniques. J'ai vu l'opérateur présenter deux échantillons, l'eau brute, couleur café, et celle en sortie, transparente comme du cristal. La différence est saisissante. Cette eau épurée, l'usine la réinjecte dans sa production, pour le refroidissement, le nettoyage des équipements, la préparation de solutions. Un tel cycle permet d'économiser des millions de gallons d'eau douce chaque année et réduit les coûts de rejet. Bien sûr, il y a aussi des déchets. Les boues qui s'accumulent sont des concentrés de métaux et de scories. Elles sont également traitées et parfois on parvient même à en extraire de nouveau des substances utiles. Mais cela ajoute de la complexité et des coûts supplémentaires. C'est pourquoi toutes les usines ne se lancent pas dans un traitement complet permettant la réutilisation. Il faut des surfaces considérables, de l'énergie, des ingénieurs qualifiés et un contrôle en laboratoire au quotidien. Une seule défaillance dans le système et toute l'eau peut devenir inutilisable. L'entreprise s'exposant alors à des amendes ou à un arrêt de production. Mais le jeu en vaut la chandelle. Les entreprises qui ont mis en place de tels systèmes réduisent leur consommation d'eau fraîche de 60 à 70%, voire davantage. Elles dépendent moins des rivières et des forages, en particulier dans les régions où l'eau manque déjà. Sans compter que moins de substances toxiques sont rejetées dans la nature. C'est un cycle fermé qui fonctionne réellement. Dans l'Union européenne, l'industrie génère plus de 25 milliards et demi de mètres cubes d'eau usée par an. C'est approximativement la moitié du volume total des effluents. Pourtant, seuls 2% et demi environ de l'eau traitée sont réutilisés. Le potentiel est bien supérieur. On pourrait réintroduire dans le circuit des quantités bien plus importantes. Je vais encore m'attarder près des filtres finaux pour vous montrer à quoi ressemble l'eau qui est désormais prête à reprendre du service. Mes amis, si vous travaillez dans l'industrie, ou si vous êtes simplement curieux de savoir comment tout fonctionne, dites-nous en commentaire quelle usine vous aimeriez découvrir la prochaine fois. Peut-être un géant de la métallurgie ou un complexe chimique ? Abonnez-vous, laissez un like si vous avez appris quelque chose de nouveau et rendez-vous pour la prochaine visite. Portez-vous bien et préservez l'eau.
Au milieu du Pacifique, il y a une île qui flotte. Sauf qu'elle n'est pas en terre, elle est en plastique. 150 millions de tonnes de déchets, une surface grande comme 3 fois la France. Et elle grossit. 10 millions de tonnes de nouveaux plastiques tombent dans l'océan chaque année. De la surface jusqu'à la fosse des Mariannes. Des morceaux de la taille d'un grain de sable et d'autres de la taille d'une valise. Les poissons les avalent. Ensuite, on mange les poissons. On a déjà trouvé des microplastiques dans le sang humain et dans les poumons de nourrissons. Mais il y a des gens qui ont décidé de dévorer cette île, littéralement. Ils ont construit un navire qui avale les déchets de l'océan. Et ça marche. Le problème principal, on ne peut pas aspirer l'océan. Sérieusement. Déployer un filet, il ralentit le navire, attrape du poisson, détruit ce qu'on veut sauver. Il faut une autre approche. Et quelqu'un a trouvé. L'idée est simple jusqu'au génie. Laisser l'océan t'apporter les déchets. Le système ressemble à ça. Une immense barrière en U, de 50 à 100 mètres de long, déployée dans l'eau. Le matériau est souple, élastique. Les poissons passent, le plastique non. Le courant pousse l'eau. L'eau emporte le plastique droit dans le piège. Comme un entonnoir. Les gros morceaux, bouteilles, sacs, filets de pêche, sont capturés en premier. Puis les plus petits. Des cloisons spéciales laissent passer l'eau mais retiennent les solides. Simple et élégant. Le navire lui-même est une usine flottante. Plusieurs ponts, chacun avec sa fonction. Sur le pont inférieur, le plastique récolté s'accumule. Au-dessus, la ligne de tri où le matériau est séparé et emballé. Et tout en haut, le centre de commande avec caméra et capteur. Les opérateurs voient tout en temps réel. La vitesse ? De 200 à 500 kg de plastique par heure. Faisons le calcul. 300 kg par heure, ça fait 7 tonnes par jour. 210 tonnes par mois. Plus de 2500 tonnes par an. Un seul système. Un seul. Mais il y a un hic. Le navire ne peut pas transporter des milliers de tonnes. Il coulerait. C'est pourquoi le plastique est stocké dans des conteneurs hermétiques à bord. Conteneur plein, on scelle, direction le port le plus proche, déchargement, retour. Et on recommence. Maintenant, ce qui arrive à ce plastique ensuite. Parce que le jeter dans un four comme ça ne marche pas. Tout ce qu'on sort de l'océan est déjà sale. Algues, bactéries, vases, restes de nourriture. Des mois et des années dans l'eau salée, ça laisse des traces. Première étape, laver et désinfecter. C'est lent et cher. Ensuite, le tri par type. Polyéthylène d'un côté, polypropylène de l'autre, polystyrène à part. Chaque type a son propre cycle de recyclage. Une partie devient des granulés pour de nouveaux produits, une partie du carburant, une partie des matériaux de construction. Mais voilà ce qui compte. Le système attrape précisément les morceaux qui tuent les animaux le plus vite. Les filets de pêche où s'empêtrent les tortues. Les sacs que les dauphins confondent avec des méduses. Le gros plastique se transforme en milliers de fragments dans les estomacs des animaux. Du microplastique dans le poisson dans votre assiette, un cycle de poison. Un seul système ne suffit pas, il en faut des dizaines. La grande plaque de déchets du Pacifique, la Méditerranée, les côtes asiatiques, tous ces endroits appellent à l'aide. Comment ça marche en pratique ? Le système s'installe là où les courants sont forts et réguliers. Il ne court pas après le plastique. Il reste sur place et laisse le courant faire le travail. Économie de carburant et d'énergie. Alimentation par panneaux solaires. Les opérateurs suivent une formation spécialisée. Ils connaissent les courants marins, reconnaissent les types de plastique à vue d'œil,
savent travailler en pleine tempête. Quand la tempête est violente, le système peut être désactivé et déplacé. Un autre casse-tête, distinguer le plastique des autres déchets marins. Au fond, il y a des pierres, des branches, des amas d'algues. Les capteurs analysent la densité, la texture, la couleur. L'intelligence artificielle est entraînée à différencier une bouteille en plastique d'un caillou. Et elle le fait mieux que l'œil humain. Quand le système est plein, le tri manuel commence. Les gens séparent le matériau, retirent les résidus organiques, trient les types de plastique. Un travail minutieux, mais sans lui, le recyclage ne serait pas de qualité. Combien ça coûte? Un système, entre 5 et 20 millions de dollars? Cher? Oui. Mais faites un autre calcul. Combien coûte un océan empoisonné, des animaux morts, du microplastique dans le sang de vos enfants? Et d'un coup, 20 millions, ça semble dérisoire. Actuellement, plusieurs de ces systèmes sont en activité dans le monde. Le plus grand est le système 03, développé par l'organisation The Ocean Cleanup. En 2024, il a extrait 11,5 millions de kilogrammes de plastique. 11,5 millions de l'océan! Mais tant qu'on continue à produire du plastique à usage unique, ces machines sont comme des seaux sous une cascade. La question n'est pas de savoir si la technologie fonctionne. Elle fonctionne. La question est de savoir si elle pourra nous rattraper. Le directeur du projet, quand on lui a demandé si l'océan serait un jour propre, a souri. « Jamais totalement », a-t-il dit. Mais chaque année, avec chaque nouveau système, un peu plus propre. Et c'est tout l'enjeu. Tu as regardé cette vidéo, donc maintenant tu sais aussi. Abonne-toi si tu veux voir plus d'histoires comme celle-ci. Quand je regarde ce navire avaler des millions de morceaux de plastique, je pense à une seule chose. Pas à la technologie. Au fait que quelqu'un a décidé de ne pas attendre que le problème se règle tout seul et a simplement commencé à le résoudre. Au milieu de l'océan, par tonnes, chaque jour. Si vous voulez voir à quoi ressemble le bout du monde industriel, venez à Ecatepec. Cette banlieue de Mexico ne vous accueillera ni avec des mariachis, ni avec des cocktails sur la plage. Ici, l'air est épais des gaz d'échappement de vieilles coccinelles Volkswagen, et les montagnes alentours sont enveloppées d'un smog grisâtre. Mais c'est précisément ici, au milieu des rues poussiéreuses et du chaos incessant, que se joue ce que les Mexicains appellent leur révolution silencieuse. Je me tiens devant les grilles de l'usine Granutech. Dans ma chaussure droite, un caillou s'est coincé, et dans ma bouche persiste le goût de tacos bon marché aux pores mêlés de poussière. Mais devant moi s'ouvre un enfer noir qui se transforme en salut pour ce pays. Le Mexique a un problème. Non, ce n'est pas assez dire. Le Mexique fait face à une catastrophe. Chaque année, plus de 40 millions de pneus sont mis au rebut. La plupart finissent dans des canyons, des rivières ou sur des terrains vagues où ils sont brûlés, empoisonnant l'air avec des dioxines. Pour Mexico, ville qui étouffe dans sa propre cuvette, c'est un poison lent. Mais il y a un autre fléau, les routes. À Mexico, elles ne sont pas simplement mauvaises, elles sont vivantes. À cause des séismes incessants, de l'affaissement des sols et des pluies tropicales, l'asphalte se fissure ici plus vite que vous ne pouvez dire « gracias ». Le bitume traditionnel devient cassant sous le soleil brûlant d'altitude et se fait emporter par la première averse. Nous avons décidé de croiser ces deux problèmes pour qu'ils s'annihilent mutuellement, me confie Carlos, ingénieur chez Granutech, essuyant la sueur de son front d'une main maculée de cambouis. Ses yeux brillent de fierté. Et je comprends pourquoi. Nous entrons à l'intérieur. Ici, rien de la stérilité des laboratoires américains. Ici règne une véritable effervescence.
La première étape, c'est la réception. D'énormes camions, rouillés et cabossés par la vie, déversent des milliers de pneus directement dans une cour poussiéreuse. Le spectacle est accablant. De véritables montagnes de caoutchouc noir qui empestent le brûlé sous le soleil. Mais dès qu'ils entrent sur le tapis roulant, la magie opère. Les broyeurs Granutech sont de véritables monstres. Ils ne coupent pas, ils déchirent. Le bruit évoque une créature de fer géante en train de broyer des os. Les vibrations traversent le sol, remontent dans les jambes et font claquer les dents. Ici, impossible de parler. On communique par gestes. Je vois un pneu de poids lourd se transformer en lambeaux, en quelques secondes à peine. Ici, loin des usines aseptisées d'Europe, on voit chaque goutte de sueur des ouvriers. Ils trient à la main ce que les aimants n'ont pas attrapé. C'est un travail sale, difficile, honnête. La poussière est si dense que la lumière du soleil la transperce en colonnes dorées. Nous passons à la zone de broyage fin. Ici, le caoutchouc traverse une cascade de broyeurs, devenant de plus en plus fin, jusqu'à se transformer en farine de caoutchouc. C'est l'ingrédient secret. Carlos prend une poignée de cette poussière noire et me la tend. Elle est tiède, presque chaude. « Ce n'est pas un déchet !» me crie-t-il à l'oreille. « C'est de l'élasticité. C'est ce qui empêchera l'asphalte de se fissurer quand la terre sous Mexico tremblera à nouveau. » Les Mexicains sont fiers de cette technologie. Et ils ont raison. Une route avec ajout de vieux pneus dure 3 fois plus longtemps. Elle ne craint pas l'eau, car le caoutchouc repousse l'humidité, l'empêchant de pénétrer dans les pores et de détruire la base. De plus, ces routes sont bien plus silencieuses. Mexico est l'une des villes les plus bruyantes de la planète, et chaque décibel absorbé par cette autoroute en caoutchouc est une bénédiction. Si le broyeur incarne la force brute de l'usine Granutech, l'atelier de modification du bitume en est l'esprit raffiné et dangereux. Nous quittons la cour bruyante et gravissons un escalier métallique vers une plateforme où trônent des cuves de mélange gigantesques. Ici, l'air change de nature. À la place de la poussière sèche de caoutchouc, vos poumons s'emplissent d'un brouillard lourd et huileux. C'est l'odeur du bitume chaud, mêlée à l'arôme douceâtre des polymères en fusion. Au centre de la plateforme se dresse le réacteur, un immense thermos d'acier à l'intérieur duquel se produit une véritable alchimie. La température y est maintenue à 180 degrés Celsius. C'est un seuil critique. En dessous, la réaction ne démarre pas. Au-dessus, le bitume s'oxyde rapidement et perd ses propriétés. Je vois, à travers une vis automatisée, se déverser dans le bitume brûlant, noir comme la nuit, cette même farine noire, des particules de caoutchouc d'1 millimètre maximum. Dès que la miette touche le liquide brûlant, un miracle physico-chimique s'opère. Vous ne le voyez pas à l'œil nu, mais les capteurs sur les écrans l'attestent. La viscosité du mélange se met à grimper en flèche. Le caoutchouc ne fond pas simplement, car celui des pneus est vulcanisé, il ne peut se liquéfier comme de la glace. À la place, c'est l'adsorption qui entre en jeu. Les particules de gomme se mettent à boire, les fractions pétrolières légères du bitume. Une particule de caoutchouc double ou triple de volume. Elle gonfle, devenant une structure gélatineuse souple et élastique. À l'intérieur du réacteur, les malaxeurs à haut cisaillement incorporent littéralement cette gomme gonflée dans la structure du bitume. Ce ne sont plus deux substances distinctes. C'est un liant modifié. « Regarde le manomètre !» hurle Carlos en désignant l'appareil. La pression monte, le mélange devient plus épais que du miel. Au niveau moléculaire, se produit une dévulcanisation. Une partie des liaisons soufrées du caoutchouc se rompt
et les chaînes polymères s'entrelacent avec les molécules de bitume. Elles forment un nouveau réseau, une sorte d'armature à l'échelle microscopique. C'est précisément ce réseau qui constitue le secret de cette éternité. Comparons maintenant. L'asphalte ordinaire, c'est de la pierre agglomérée par du bitume pur. Sous le soleil ardent de Mexico, il ramollit. La nuit, lorsque les températures fraîchissent, il durcit et devient friable. Avec le temps, il finit par ressembler à un biscuit sablé desséché. Il suffit qu'un poids lourd roule sur un tel revêtement pour que des micro-fissures apparaissent. L'eau s'y infiltre, gèle ou érode simplement la base. Et voilà! Vous retrouvez un nid de poule à la place de la route. L'asphalte au caoutchouc de Granutech fonctionne comme une dalle de caoutchouc résistante. Lorsqu'un camion exerce une pression sur cet asphalte, celui-ci ne se fissure pas. Il se déforme et, c'est le plus important, reprend sa forme initiale. C'est ce qu'on appelle la récupération élastique. Nous nous approchons du robinet de sortie, où Carlos recueille un peu du mélange final dans un récipient métallique pour le tester. Lorsqu'il refroidit légèrement, il l'étire comme du caoutchouc. Un bitume ordinaire se déchirerait tout simplement, mais celui-ci forme de longs filaments, rebondit et se rétracte à nouveau. Sous nos yeux, en ce moment même, des tonnes de cette masse noire se déversent dans la benne du camion. La température se maintient toujours aux alentours de 160 degrés. Le mélange exhale la puissance et le progrès. Ce camion prendra la route vers la périphérie d'Ecatepec, où demain matin, les Mexicains se rendront au travail par cette nouvelle voie. Une route qui ne craindra ni le soleil du Texas, ni les pluies diluviennes, ni les bus surchargés. C'est là le véritable triomphe de Granutech. Nous avons pris les déchets les plus difficiles. Nous les avons fait traverser l'enfer à 180 degrés, nous avons transformé leur nature chimique et en avons fait le fondement d'une circulation sûre. Ici, sur cette plateforme, au milieu de la vapeur et du fracas métallique, vous comprenez. L'avenir n'a pas nécessairement besoin d'être propre et blanc. Parfois, il est noir, collant et sent le caoutchouc brûlant. Imagine qu'un simple morceau de métal rouillé puisse receler un secret qui bouleverse toutes les règles de la sidérurgie. Pourquoi certains lots de ferraille se comportent-ils dans le four comme s'ils dissimulaient quelque chose d'interdit? Et surtout, comment, du chaos des vieilles voitures, des rails et des machines, naît un acier plus pur que le minerai des carrières? Aujourd'hui, vous allez découvrir le processus qui transforme les décharges urbaines en nouvelles mines. Et vous apprendrez à la fin un secret que même la plupart des métallurgistes ignorent, celui qui détermine le destin de chaque coulée. Soyez attentifs, car la réponse se cache là où vous ne l'attendez pas. La collecte de ferraille est cette part invisible de l'industrie sidérurgique sans laquelle les fours à arc électrique ne pourraient fonctionner. Pour qu'une charge relativement homogène arrive dans le four, il faut d'abord que quelqu'un ait trié des milliers de tonnes de vieilles voitures, de machines et de métaux de construction. La chaîne commence au point de collecte. On y apporte de la ferraille domestique, des chutes de négoce métallurgiques, des structures démontées. À l'entrée, tout est pesé, vérifié par document, puis commence le tri par catégorie. Acier d'un côté, fonte, métaux non ferreux, inox, alliages spéciaux. Un site moderne de collecte de ferraille ressemble presque à une mini-usine. Les éléments volumineux, poutres, châssis, carrosserie, sont découpés au chalumeau ou au plasma pour les ramener aux dimensions acceptables par les paniers des fours à arc électrique. Les voitures sont d'abord désarmées. On retire les roues, les batteries, l'électronique, on extrait les fluides, on sépare les métaux non ferreux
et les catalyseurs. Ce n'est qu'ensuite que la carrosserie est compressée en blocs briquetés compacts. Pour la ferraille en tôle et les petits débris, on utilise de puissantes cisailles capables de trancher en un seul passage des poutres et des profilés de plusieurs centimètres d'épaisseur. Le moment clé, éliminer tout ce qui nuirait à la fusion. Peintures à forte teneur en additifs nocifs, gros morceaux de béton, bois, plastique, caoutchouc. Impossible de nettoyer complètement la ferraille, mais plus la préparation est soignée, moins il y a de problèmes au four, moins de scories, d'explosions dues à l'humidité, de fumée et de gaz toxiques. C'est pourquoi les flux de meilleure qualité proviennent des chutes industrielles, issues des laminoirs ou de la construction mécanique. Peu d'impuretés, dimensions prévisibles, composition chimique de l'acier connu. La ferraille domestique de rue exige beaucoup plus de traitements manuels et mécanisés. Après le découpage et le nettoyage initial, place aux aimants et aux séparateurs. D'énormes électroaimants fixés au bras des chargeurs collectent les métaux ferreux dans la masse générale de déchets, tandis que des séparateurs à tambour éliminent les fines particules d'acier. Les métaux non ferreux sont traités à part. Ils relèvent d'une autre filière commerciale. La ferraille d'acier est ensuite classée par qualité. Acier bas carbone, haut carbone, allié, inoxydable, etc. Pour les aciéries électriques, il est essentiel qu'aucun morceau d'acier fortement allié ne se glisse par inadvertance dans un lot destiné, par exemple, à la production de simples barres d'armature. C'est pourquoi les grands producteurs travaillent souvent avec des fournisseurs réguliers et imposent des exigences strictes en matière de marquage et d'analyse. La ferraille préparée est ensuite compactée en paquets denses ou chargée dans de grands conteneurs paniers, directement acheminés au four par pont roulant. Le compactage ne sert pas seulement à économiser de l'espace lors du transport. Le métal comprimé chauffe mieux et se tasse de façon prévisible lors de la fusion. Les petits éléments comme les copeaux ou les tôles minces peuvent être briquetés ou ajoutés par portions dans le bain déjà en fusion, afin d'éviter une oxydation excessive et des projections. Au bout de la chaîne de collecte de ferraille se trouve un produit clairement classifié. Chaque lot possède une masse, une composition chimique approximative, une granulométrie et un degré de contamination. Ces lots sont répartis entre les aciéries électriques en fonction de l'acier que l'on prévoit d'élaborer. Pour les armatures et les profilés simples, un mélange de ferraille de construction et de mécanique convient. Pour les aciers à roulement ou inoxydables, il faut des flux spécialisés à la composition strictement contrôlée. Au final, la collecte de ferraille se transforme en véritable industrie minière, urbaine. Au lieu d'extraire le minerai dans une carrière, nous extrayons le fer d'objets déjà fabriqués. C'est précisément de la qualité de ce travail, du tri dans les cours jusqu'aux presses des grands centres, que dépendent la stabilité de la fusion à l'arc électrique et la capacité de l'industrie sidérurgique à évoluer vers un cycle plus circulaire et économe en ressources. Le cœur du processus sidérurgique moderne, c'est le four à arc électrique. À l'intérieur de cet immense bouilloire d'acier tapissé de briques réfractaires, 3 électrodes de graphite, épaisses comme de petits troncs d'arbres, descendent par le haut. Entre l'extrémité des électrodes et la surface de la ferraille, jaillissent de puissants arcs électriques. La température dans la zone de l'arc peut atteindre plus de 3500 degrés Celsius, si bien que la ferraille d'acier fond très rapidement. Les morceaux massifs se transforment en métal bouillonnant et en scories,
tandis que le four résiste à ce choc thermique grâce au revêtement réfractaire et au système de refroidissement. Le cycle commence par le chargement du four. Dans une poche ou un panier, on rassemble un mélange de différents types de ferraille. Carrosserie de voitures démontées, chute de laminage, rails désaffectés, rebuts métalliques industriels. En moyenne, 70 à 80% de toute la charge d'un four à arc électrique provient justement de cette ferraille recyclée. Le reste peut être constitué d'ajouts de fer pur, de fondants et d'éléments d'alliage. Ce rapport rend la filière électrique nettement plus écologique que la filière fonte. Il faut moins de minerais de fer et de coke, les émissions totales de carbone par tonne d'acier sont plus faibles, et un volume considérable de déchets métalliques retourne dans le circuit, au lieu de rouiller dans les décharges. Après le chargement, le couvercle du four s'abaisse, les électrodes traversent les ouvertures et descendent jusqu'au sommet de la charge. Lorsque le courant est envoyé, un arc jaillit entre les extrémités des électrodes et la ferraille, éclatant comme une soudure, mais à une échelle gigantesque. Cet arc fonctionne comme une source de chaleur puissante. L'énergie pénètre directement dans le métal, et non par une flamme de combustible. En quelques minutes, la ferraille d'acier commence à ramollir, puis à fondre et à s'affaisser vers le bas. L'opérateur régule la puissance, la longueur d'arc et la position des électrodes afin que la fusion se déroule de manière uniforme et ne provoque pas d'éclaboussures excessives. Lorsque la majeure partie de la charge est fondue, commence l'ajustement de la composition chimique. On ajoute au four de la chaux et d'autres fondants. Ils forment un laitier qui extrait du métal le soufre et le phosphore. Au besoin, de l'oxygène est injecté par des tuyères spéciales. Il brûle le carbone dissous dans le métal et les résidus d'impuretés indésirables, chauffant davantage le bain. Simultanément, par des ouvertures supérieures ou latérales, on introduit des additifs d'alliage, des ferroalliages contenant manganèse, chrome, nickel, vanadium. Ainsi, à partir de ferrailles hétérogènes, se forme un acier de la classe requise. En fin de coulée, le métal est désoxydé. On ajoute aluminium, silicium ou d'autres éléments qui captent l'oxygène et empêchent la formation de bulles gazeuses dans la pièce finie. Un four à arc électrique moderne, d'une capacité d'environ 100 tonnes, peut transformer en quelques heures une montagne de vieilles carcasses automobiles en une poche uniforme d'acier liquide. Un cycle de fusion prend souvent de 40 à 60 minutes pour un four préchauffé. Chargement, fusion, ajustement de la composition, coulée. La productivité de tels équipements est impressionnante. En une journée, un atelier équipé de plusieurs fours peut produire des milliers de tonnes de métal. Par ailleurs, l'aspect énergétique du procédé devient de plus en plus propre. La part d'électricité provenant de sources renouvelables augmente, si bien que l'empreinte carbone par tonne d'acier diminue encore davantage par rapport au schéma classique du haut fourneau. Lorsque l'analyse des échantillons du bain fondu confirme la composition et la température requise, vient le moment de la coulée. Le four bascule grâce à un système hydraulique et l'acier liquide à près de 1600 degrés est dirigé vers la poche de coulée. Le laitier qui flotte en surface est évité autant que possible ou évacué séparément. Le métal rejoint ensuite soit la poche intermédiaire de la machine de coulée continue, soit les lingotières. La masse en fusion se transforme en un flux continu qui se solidifie sous forme de brames, blooms ou billettes carrées. Ces produits semi-finis sont ensuite laminés en poutrelles, tubes, rails, ferrailles d'armature, tôles, tout ce qui partira dans les bâtiments, les ponts, les machines,
pour revenir dans le four des décennies plus tard sous forme de ferraille. La qualité de l'acier issu de la ferraille est comparable à celle des hauts fourneaux et des aciéries à oxygène. Avec une charge de ferraille bien sélectionnée et des régimes d'affinage appropriés, la teneur en impuretés nocives reste minimale, tandis que la proportion de fer et d'éléments d'alliage atteint 99% ou plus de la composition requise. Pour les structures à haute responsabilité, par exemple l'armature des immeubles de grande hauteur ou les pièces mécaniques, on recourt en complément au traitement sous vide et à la métallurgie secondaire, réduisant encore davantage le taux de gaz et d'inclusion non métallique. La métallurgie à l'arc électrique assure aujourd'hui plus du quart de la production mondiale d'acier et permet de boucler presque entièrement le cycle. Le vieux métal retourne dans le circuit sous forme de nouveaux produits, au lieu de finir sa vie en décharge. Plus l'électricité qui alimente ces fours bascule vers des sources bas carbone, plus l'industrie sidérurgique se rapproche d'un scénario où de grands volumes de matériaux de construction circulent dans le système, avec un impact minimal sur l'environnement. Imaginez une machine de 6000 tonnes. C'est comme empiler 5 immeubles sur une seule pelle. Maintenant, imaginez qu'on démonte ce mastodonte vis par vis, à la main, pendant des mois. Une équipe de 30 personnes découpe l'acier au chalumeau, brise les godets à coups de masse, manipule des grues capables de soulever 200 tonnes d'un coup. Et vous savez ce qu'il y a de plus étonnant ? Presque rien ne finit à la casse. Chaque boulon, chaque tube de cuivre, chaque gramme de métal retrouve une seconde vie. Dans cette vidéo, je vous montre comment les plus grandes pelleteuses du monde se transforment en montagnes de matériaux et pourquoi c'est un business à plusieurs millions dont presque personne ne parle. Restez jusqu'au bout, c'est là que ça devient vraiment fascinant. La première chose à comprendre, c'est que ces excavateurs pèsent jusqu'à 6000 tonnes. Pour donner une idée, c'est comme empiler 5 grands immeubles sur un seul godet. Quand la machine arrive en fin de vie, ce qui prend entre 15 et 20 ans d'exploitation, elle devient une carcasse de ferraille, avec quelque chose de précieux à l'intérieur. Le démantèlement commence par l'installation de l'excavateur sur une aire spécialement aménagée. Il s'agit d'une plateforme en béton armé capable de supporter la pression des marteaux lourds et de l'équipement. Tout autour, on installe des grues, l'outil principal du démantèlement. Les plus grosses grues peuvent soulever jusqu'à 200 tonnes, mais pour les grands excavateurs, il faut parfois plusieurs grues simultanément. Les conducteurs de bulldozers et les grutiers démontent tour à tour les parties visibles. D'abord disparaissent les canalisations. Il y en a des dizaines de kilomètres dans une seule machine. Les lignes hydrauliques, les câbles, les systèmes de refroidissement, tout est enroulé et trié par matériaux. Cuivre, titane, aluminium, tout part dans des conteneurs séparés. Ensuite vient le moteur. C'est un mastodonte qui pèse parfois plus de 200 tonnes. Les grues l'extraient délicatement de la machine. Et là, la précision est de mise. La moindre fausse manœuvre risquerait d'endommager le moteur, ce qui réduirait d'autant les profits du recyclage. Le moteur est démonté à part. On vidange l'huile, on démonte les cylindres, on extrait toutes les entrailles. La cabine du conducteur, c'est un univers en soi. C'est là que siégeait l'homme qui pilotait ce monstre. À l'intérieur, commandes, écrans et leviers hydrauliques s'entremêlent. Tout se démonte à la main, car nombre de pièces sont malléables et risqueraient de s'abîmer sous les coups de marteau. Place ensuite à la flèche de la pelleteuse.
c'est la partie la plus spectaculaire, celle qui s'élance vers le ciel. La flèche regorge de vérins hydrauliques et de bobines de câbles. Elle pèse près de 300 tonnes. Les grues démantèlent progressivement cette structure en découpant les fixations métalliques et en retirant les sections une à une. C'est comme résoudre un puzzle géant, à ceci près que chaque pièce vaut de l'argent. Le plus grand trésor, c'est le godet. Un godet d'excavatrice de cette taille peut contenir entre 40 et 60 mètres cubes de matériaux. Sa composition est souvent en acier trempé, la partie la plus précieuse pour le recyclage. Certains godets sont démontés au marteau ferroviaire, qui les brise en morceaux maniables. D'autres sont découpés au chalumeau oxyacétylénique, ces flammes brûlantes qui sectionnent l'acier comme du beurre. Une fois les parties visibles démontées, on s'attaque au châssis et au système de chenilles. La chaîne à chenilles de la machine pèse entre 400 et 500 tonnes, une structure massive composée de centaines de maillons individuels. Les spécialistes la démontent maillon par maillon, séparant axes, galets et plaques métalliques. La dernière étape consiste à démonter le système hydraulique. L'hydraulique, c'est comme le système sanguin de l'excavatrice. Des centaines de mètres de tuyaux, de vannes, de pompes et de réservoirs. Tout le fluide est d'abord vidangé dans des conteneurs pour recyclage. Puis on démonte les tuyaux et réservoirs eux-mêmes. Les conduites en cuivre qui composent ces systèmes sont un matériau coûteux. Lorsque tout est démonté, il reste la structure porteuse, le squelette même de la machine. Cette charpente métallique brute pèse environ 1500 tonnes. On la découpe en morceaux plus maniables, pour faciliter le transport, avant de l'envoyer au recyclage. Ces blocs sont ensuite fondus dans de grands fours à plus de 1500 degrés Celsius. L'ensemble du démantèlement d'un tel excavateur prend plusieurs mois. Une équipe de 15 à 30 personnes y travaillent selon l'équipement. Chaque jour, les ouvriers démontent environ 20 à 30 tonnes de ferraille. Le plus fascinant dans ce processus, c'est que pratiquement rien ne part à la décharge. Tous les matériaux sont triés et recyclés. Le cuivre redevient fil électrique, l'acier se transforme en nouvelles pièces, même les joints et les éléments en caoutchouc trouvent une seconde vie. C'est véritablement un cycle fermé. Ce qui fut machine renaîtra sous une autre forme. Certaines pièces sont conservées comme pièces de rechange. Les usines achètent volontiers des pièces d'origine pour les excavateurs plus anciens qui fonctionnent encore. Les vérins hydrauliques, les moteurs, même les boulons et écrous individuels ont de la valeur. Ce qui a pris fin pour une machine devient un nouveau départ pour une autre. La première fois que j'ai assisté à un tel démantèlement, j'ai été frappé de voir comment quelque chose d'aussi colossal pouvait être décomposé pièce par pièce. Une machine qui pèse autant que 200 voitures se transforme progressivement en un tas de matériaux. Mais ce n'est pas un tableau triste, c'est du recyclage, de la réutilisation, une nouvelle vie pour du vieux métal. Une grande partie du démantèlement dépend de la qualification et de l'expérience humaine. L'opérateur de grue doit être extrêmement précis, car il vaut mieux préserver une pièce intacte que de perdre du temps ensuite à la réparer. Les soudeurs fabriquent des fixations temporaires pour démonter les composants lourds en toute sécurité. Tous les mouvements sont planifiés et coordonnés. La sécurité est un aspect essentiel du travail. Sur le site, les sirènes d'alerte retentissent en permanence dès qu'une grue se met en mouvement. Les ouvriers portent casque, gilet et chaussures de sécurité. Un seul mouvement incontrôlé d'une machine peut être fatal. C'est pourquoi le contrôle qualité et la discipline passent avant tout. Les pelleteuses démontées ici proviennent souvent de carrières d'Europe du Nord.
Certaines portent encore sur leur flanc le nom de l'entreprise qui les a exploitées pendant 15 ans. Imaginez un instant la quantité de terre qui est passée par ce godet durant toutes ces années. Des millions de tonnes de roches, de charbon ou de gravier. Tout cela a été extrait par ces machines. Le démontage d'une telle pelleteuse représente un coût important. Mais le recyclage du métal permet de couvrir ces dépenses. Une grande partie du matériau a de la valeur. Acier, cuivre, aluminium. Même les lourds composants en fonte sont recherchés par les usines de recyclage. Le dernier jour d'un démantèlement revêt toujours une dimension symbolique. Lorsque les derniers fragments de la vieille excavatrice sont chargés sur les camions en partance pour le recyclage, on comprend qu'une époque vient de s'achever. La machine qui a servi 15 années durant, accomplissant un travail pénible dans des conditions difficiles, va désormais connaître une nouvelle existence. Comme partie intégrante de la structure de bâtiments, de ponts, de machines neuves. Il ne s'agit pas simplement de démanteler de la ferraille. C'est un processus qui permet à l'économie d'être circulaire. Les ressources métalliques de notre planète sont limitées. Aussi, le recyclage des vieilles machines constitue-t-il à la fois une nécessité et une sage gestion. Chaque étape de ce processus est réfléchie. Chaque geste vise à préserver au maximum les ressources. Ce dinosaure de fer, haut comme un immeuble de 25 étages, pèse 800 tonnes. Et en ce moment, on le découpe en morceaux directement dans le port. Une seule entaille au mauvais endroit, et il écrase la moitié des quais avec les hommes. Les cisailles hydrauliques exercent une pression de milliers de tonnes. Les poutres d'acier craquent comme des spaghettis secs dans les mains d'un étudiant affamé. Les chalumeaux à oxygène brûlent à 3000 degrés. Les étincelles jaillissent jusqu'à 12 mètres à la ronde. Et combien vaut réellement toute cette ferraille? Le chiffre en euros va vous stupéfier, je vous le révèle à la fin. Sauter ne serait-ce qu'une minute. Et vous ne comprendrez pas pourquoi les gens se battent jusqu'au bout pour une seule de ces grues. Installez-vous confortablement, ça va chauffer. La déconstruction de grandes structures métalliques ne commence pas par la découpe, mais par la paperasse et des calculs d'une extrême précision. Un portique portuaire, c'est une machine d'acier de 80 mètres de haut, pesant près de 800 tonnes. Si vous vous mettez à lui couper une jambe sans réfléchir, il ne s'effondrera pas là où vous le souhaitez, mais écrasera la moitié du port sur son passage. C'est pourquoi les ingénieurs commencent par étudier les plans, qui peuvent avoir 40 ou 50 ans. Ils cherchent le centre de gravité. C'est le chiffre le plus important de notre sujet d'aujourd'hui. Ensuite, on vidange tous les fluides techniques de la grue, huile, hydraulique, restes de carburant. Des centaines de litres de produits chimiques qui ne doivent finir ni dans l'océan, ni dans le sol. Après quoi débute le démantèlement du portique. Et la première étape consiste à retirer les contrepoids. Ce sont d'énormes blocs de béton ou d'acier dont chacun peut peser 20 ou 30 tonnes. On les enlève à l'aide de grues plus petites afin que la structure principale cesse d'être sous tension. Maintenant que la grue est un peu plus légère, entrent en scène les cisailles hydrauliques. C'est vraiment un engin impressionnant, monté sur une pelle de 60 à 70 tonnes. Ces mâchoires exercent une pression de 800, voire 1000 tonnes. Si vous y glissez une poutre d'acier de 15 cm d'épaisseur, elle craque comme des spaghettis secs dans les mains d'un étudiant affamé. Le bruit ressemble à l'explosion d'une petite grenade toute proche, et des vibrations se propagent dans le sol, que vous ressentez dans vos talons à travers vos semelles. L'opérateur de la pelle manie les joysticks avec une grande habileté. Il découpe des morceaux de métal et les empile. C'est un processus très rapide, car en 1 heure, une telle machine peut réduire en ferraille 10 à 12 tonnes de structure. Mais l'hydraulique ne vient pas à bout de tout. Quand il s'agit du châssis principal, où l'épaisseur de l'acier atteint 30 ou 40 cm,
les cisailles doivent s'avouer vaincus. C'est alors que l'on sort l'artillerie lourde, chalumeau oxycoupeur et lance thermique. Il s'agit de découper du métal épais à l'oxygène. La température de la flamme atteint ici près de 3000 degrés Celsius. Lorsqu'un jet d'oxygène pur frappe l'acier incandescent, celui-ci ne se contente pas de fondre, il brûle. Les étincelles jaillissent sur 10 ou 12 mètres alentour, et l'odeur de peinture et de métal brûlant est si forte qu'on ne peut la confondre avec rien d'autre. Les ouvriers, dans leur combinaison de protection argentée, ressemblent à des visiteurs venus d'une autre planète. Mais leur tâche est on ne peut plus terrestre. Découper les poutres maîtresses. C'est un travail d'une précision inouïe. Il faut entailler la poutrelle de manière à laisser un petit verrou que l'on fera ensuite sauter ou que l'on arrachera d'un coup de câble afin que la structure s'effondre de façon contrôlée. Le démontage d'un pont pièce par pièce représente un niveau de complexité encore supérieur. L'eau entre alors en jeu. Si le pont enjambe une rivière, impossible de laisser tomber des morceaux de fer dans l'eau. Les récupérer coûterait plus cher que leur valeur. On utilise donc des pontons et des barges géants. D'abord, des engins montent sur le pont pour retirer tout ce qui n'est pas métallique. Asphalte, joints en caoutchouc, lampadaires et câbles. Ensuite, on découpe le pont en tronçons de 15 à 20 mètres. Chaque section est suspendue à de puissantes grues installées sur la rive ou sur d'autres pontons. Une fois la dernière poutrelle sectionnée, on descend lentement la section sur la barge. Beaucoup se demandent combien on peut gagner avec ça. Faisons le calcul. Le prix de la ferraille sur le marché fluctue constamment. Mais en moyenne, une tonne d'acier pur rapporte environ 250 à 300 €. Si notre grue pèse 800 tonnes, elle peut rapporter plus de 200 000 € rien qu'en métal. Mais n'oublions pas les dépenses. La location d'une pelleteuse géante coûte 1 000 € par jour. L'oxygène et le gaz représentent plusieurs milliers d'euros supplémentaires. Et les salaires de l'équipe de spécialistes, ainsi que la logistique, engloutissent la part du lion des bénéfices. Toutefois, si vous maîtrisez le démantèlement des vieux ponts dans les règles de l'art, cela reste une activité très rentable. L'essentiel, bien trier les métaux. Le tri est une véritable aventure en soi. Sur le site, il y a toujours différents tas. Dans l'un, la ferraille lourde. Ce sont les poutres épaisses et les profilés en U, les plus chers. Dans un autre, la ferraille légère. Les plaques de revêtement, les tuyaux et toutes sortes de petites pièces. Les métaux non ferreux sont stockés à part. Dans les ports, sur les grues, il y a énormément de cuivre. Ce sont les câbles et les bobinages des moteurs électriques. Le cuivre vaut 6 ou 7 fois plus cher que l'acier. C'est pourquoi il fait l'objet d'une véritable chasse. On trouve aussi souvent du laiton dans les roulements et de l'aluminium dans les éléments décoratifs. Des ouvriers munis d'aimants et d'analyseurs de métaux circulent entre les tas de fer, vérifiant chaque morceau. Si vous jetez par inadvertance un morceau de fonte dans un tas d'acier, l'usine ne vous fera pas de cadeau, car cela altère la qualité de la nouvelle coulée. C'est fascinant d'observer comment fonctionne ce géant de la ferraille dans sa phase finale. Une fois toutes les pièces découpées en morceaux d'environ 1,50 m, elles sont chargées dans des camions ou des wagons. Un camion ordinaire peut transporter 24 tonnes de fer. Autrement dit, pour évacuer notre grue portuaire, il faudra plus de 30 rotations. C'est une opération logistique colossale qui s'étend sur plusieurs semaines. Ensuite, ce fer part vers l'aciérie. Là, on le jette dans un four où la température atteint 1600 degrés. Quelques heures plus tard, l'ancien pont devient un liquide incandescent, dont on fera ensuite des barres d'armature pour de nouveaux immeubles ou des pièces pour des machines modernes. À propos, concernant la sécurité, c'est ici la religion numéro 1. Sur le site, vous ne verrez personne sans casque, lunettes et chaussures spéciales, avec des renforts en acier aux embouts. Si même un petit morceau de fer de 10 kg vous tombe sur le pied, sans ces chaussures, vous perdrez vos orteils. De plus, toutes les zones de découpe sont clôturées.
car les étincelles du chalumeau Oxy Cooper peuvent facilement percer les vêtements ou provoquer un incendie. Des personnes spécialisées surveillent en permanence que personne ne se trouve sous une poutrelle au moment où elle va être découpée. Ça peut sembler un peu fastidieux sur le papier, mais dans la réalité, cela sauve des vies chaque jour. Merci d'avoir fait ce parcours avec moi. N'hésitez pas à liker si vous souhaitez voir davantage de reportages sur ces grands sites industriels. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Nous nous rendrons dans un lieu où l'on fond justement cet acier et nous découvrirons le processus de l'intérieur. Ça va chauffer. Ce char a traversé 3 guerres. Dans 4 heures, il sera réduit en ferraille. Autrefois, il avançait à travers la poussière et le feu, encaissait les coups et sauvait son équipage sous les tirs nourris. Son blindage porte les traces d'obus. Son moteur garde en mémoire des milliers de kilomètres de route du front. Désormais, tout se jouera au chalumeau et aux cisailles hydrauliques. L'acier sera découpé, la coque compressée, la tourelle s'effondrera sur le béton. En quelques heures, cette machine chargée d'histoire deviendra matière première pour de nouveaux rails et poutrelles. La première étape consiste en un démontage complet de l'armement et de tous les équipements sophistiqués du véhicule. Je me tiens près du char, qui n'a plus le statut d'unité de combat, mais conserve techniquement tous ses systèmes. L'équipe commence par travailler sur la tourelle. À l'aide de grues et de vérins hydrauliques, on retire le canon avec son berceau et une partie des mécanismes de recul. Chaque boulon et fixation est dévissé sous contrôle, car les ensembles sont massifs et soumis à de fortes tensions. Ensuite, on démonte les modules de mitrailleuse, les stabilisateurs et les mécanismes de pointage. Tout cela est emballé séparément, étiqueté et transféré vers des zones spécialisées. Après l'armement, on passe à l'électronique. On ouvre les panneaux intérieurs, on retire les blocs de communication, les systèmes de conduite de tir, les modules de calcul, les appareils optiques. Les faisceaux de câbles sont découpés soigneusement par section, pour ne pas endommager les connecteurs, ni provoquer de court-circuit. Des éléments chargés peuvent subsister à l'intérieur. C'est pourquoi tout est vérifié avec des appareils de mesure avant le retrait. À ce stade, le char perd littéralement son système nerveux et se transforme en simple coque métallique. L'étape suivante consiste à vidanger le carburant et tous les fluides techniques. Un seul char peut contenir jusqu'à 1000 litres de gazole, qu'il faut entièrement évacuer avant de commencer le découpage du métal. La machine est installée sur une plateforme spéciale équipée de bacs de récupération. Des tuyaux étanches sont raccordés aux orifices de vidange d'origine ou aux trappes de service. Puis le carburant est transféré dans des réservoirs fermés. Les pompes fonctionnent lentement pour éviter toute surpression et ne pas soulever les dépôts accumulés au fond des cuves. Après le carburant, on passe au lubrifiant. On vidange l'huile moteur, le liquide de la boîte de vitesse, les fluides hydrauliques des mécanismes de tourelle et les liquides de frein. Chaque type est collecté séparément, car ils sont soumis à des procédés différents d'élimination ou de régénération. Une attention particulière est portée aux joints et raccords, pour qu'aucune goutte ne tombe sur le sol de l'atelier. Ce n'est que lorsque le système est entièrement vidé et vérifié que la carcasse est jugée sûre pour la découpe mécanique ultérieure. Commence alors l'étape la plus spectaculaire, la découpe du blindage au chalumeau et au plasma. Face à moi, une coque de plusieurs dizaines de millimètres d'acier, conçue pour résister aux impacts directs. Impossible d'y arriver avec une simple scie. Les ouvriers tracent d'abord les lignes de coupe pour diviser l'engin en sections transportables et faciles à fondre par la suite. Puis viennent les chalumeaux oxyacétyléniques ou oxypropaniques. La flamme porte le métal à plus de 1000 degrés. Ensuite, le jet d'oxygène dévore littéralement l'acier le long du tracé.
Pour les sections plus épaisses ou en alliage, on utilise la découpe au plasma. Ici, un arc électrique crée un jet de gaz ionisé, atteignant plusieurs milliers de degrés. Le plasma traverse le blindage plus rapidement et avec plus de précision, laissant une découpe étroite. Les étincelles jaillissent sur plusieurs mètres. C'est pourquoi des écrans de protection sont installés tout autour. Peu à peu, le char perd son intégrité. La tourelle se détache, les flancs se divisent en segments, et la machine de guerre se transforme en morceaux de métal distincts, prêts pour l'étape suivante du recyclage. Après la découpe, les fragments de la carcasse passent sous une presse gigantesque. Je me tiens près de cette machine, qui pèse des dizaines de tonnes, et développe une force de compression de plusieurs milliers de tonnes. Les sections de blindage, qui faisaient encore récemment partie d'un char intact, sont introduites l'une après l'autre dans la chambre. Les vérins hydrauliques se referment lentement, et les épaisses plaques d'acier commencent à se déformer, à craquer aux jointures et à se replier sur elles-mêmes. La pression s'élève progressivement pour éviter que le métal ne se fragmente et ne crée des éclats dangereux. Le blindage, conçu pour résister aux impacts, se révèle impuissant face à cette compression uniforme. En quelques minutes, la structure volumineuse se transforme en un bloc compact aux formes régulières. Ce cube métallique facilite le transport, le stockage et l'acheminement ultérieur vers l'aciérie. Lorsque la presse se dessert, un bloc dense est éjecté de la chambre. Impossible d'y reconnaître les contours d'un véhicule. Il ne reste qu'une masse concentrée d'acier. C'est sous cette forme que le char réformé achève son existence comme engin militaire et devient une simple matière première destinée à la refonte. Ce cube métallique dense prend ensuite la route de l'aciérie. J'y arrive et découvre une toute autre échelle. Les briquettes de blindage sont pesées, analysées pour déterminer leur teneur en éléments d'alliage, puis acheminées vers les fours. Dans le four à arc électrique, le métal fond à une température dépassant 1500 degrés. L'ancienne armure, qui résistait aux impacts et aux charges, passe à l'état liquide et se mêle aux autres ferrailles. Les chimistes ajustent la composition en ajoutant la quantité nécessaire de carbone ou d'autres éléments pour obtenir un acier aux caractéristiques souhaitées. Après épuration des scories, le métal en fusion est acheminé vers la machine de coulée continue. Là, on en façonne des ébauches, de longues brames rectangulaires ou des blooms carrés. Elles refroidissent lentement, passent entre des rouleaux et sont découpées en tronçons de la longueur voulue. Ces ébauches gagnent ensuite le laminoir. Sous la pression des cylindres, le métal s'étire et adopte une nouvelle forme. S'il s'agit d'un profilé ferroviaire, l'ébauche traverse des calibres spéciaux qui façonnent le profil caractéristique avec son champignon, son âme et son patin. L'acier incandescent s'étire sur des dizaines de mètres et en quelques minutes à peine, voici devant moi le futur rail de chemin de fer. Lorsqu'il s'agit de poutrelles de construction, les laminoirs confèrent au métal une section en H ou en double T. Ces éléments supportent des charges considérables et deviennent l'ossature de ponts, d'entrepôts et d'immeubles de grande hauteur. Ce contraste me frappe profondément. Une machine conçue pour la guerre traverse un cycle complet de métamorphose pour devenir partie intégrante de l'infrastructure. Le blindage qui protégeait autrefois l'équipage se transforme désormais en rails, sur lesquels rouleront des trains de voyageurs, ou en poutrelles qui soutiendront les toits de quartiers résidentiels. Le métal n'a pas de mémoire, seul compte la nouvelle forme et la nouvelle fonction. Et c'est là, sans doute, tout le sens du recyclage. Même les engins les plus lourds peuvent connaître une seconde vie au service de la construction civile. Et pour que ma chaîne poursuive sa propre vie, n'hésitez pas à vous abonner.